Bienvenue à cette capsule portant sur l'évaluation et le traitement de l'anxiété en soins palliatifs. Je me présente, je m'appelle Justine Métayer, je suis infirmière et coordonnatrice à la recherche, à la formation et au déploiement clinique pour la Maison Victor-Gadebois. Le contenu de cette capsule-là a été développé conjointement avec ma collègue de Palisciences, la Dr Mireille Elwin. Ni Mireille ni moi n'avons de conflit d'intérêt en lien avec les informations qui sont présentées dans cette capsule-là. Pour débuter, mettons en situation l'anxiété en soins palliatifs. Les patients qui sont atteints d'une maladie incurable, qui est non guérissable, ont un mélange complexe de symptômes et physiques et psychologiques dans un contexte angoissant ou qui peut être angoissant. Et ça rend difficile la détection d'une anxiété qui va nécessiter un traitement. Si on regarde la définition de l'anxiété, on dit que l'anxiété, c'est un symptôme désagréable autant physique, cognitif qu'émotionnel. Et les symptômes sont variables. Ça peut aller d'une vague sensation d'irritabilité ou de mal-être à un sentiment plus important de terreur ou même de panique. Les manifestations physiques de l'anxiété vont souvent dominer sur les symptômes cognitifs ou émotionnels, si bien qu'il y a plusieurs patients qui vont juste parler des symptômes physiques et si on ne les questionne pas sur les dimensions plus cognitives ou émotionnelles, ils ne nous en parleraient pas aux professionnels. Donc, justement, si on regarde ces trois dimensions-là, on voit qu'au niveau de la dimension physique, il y a plusieurs symptômes qui peuvent être présents quand on souffre d'anxiété, dont une fatigabilité, des céphalées, des tensions ou des douleurs musculaires, une incapacité à se détendre physiquement, des engourdissements, une irritabilité, une difficulté à se concentrer, de l'agitation, une fébrilité, des tremblements, des troubles au niveau du sommeil, des appréhensions ou encore de l'hyperactivité neurovégétative qui peut se traduire par un souffle court, de la sudation, des palpitations, de la tachycardie, des malaises gastro-intestinaux, des étourdissements, la sécheresse de la bouche, des mictions fréquentes ou encore une sensation d'étouffement. Donc, on voit qu'effectivement, au niveau physique, il y a plusieurs symptômes. Au niveau de la dimension psychologique, il peut y avoir des ruminations, de l'anticipation de scénarios négatifs ou catastrophiques, de l'hypervigilance ou encore de l'anticipation de symptômes physiques. Et au niveau émotionnel, il pourrait y avoir une labilité émotionnelle qui est augmentée, la présence de pleurs, la sensation qu'une catastrophe est imminente, une sensation de panique, de la peur, ou encore le sentiment d'être dépassé ou d'être impuissant. Donc, ce sont là les symptômes qui vont être présents quand on ressent de l'anxiété. Maintenant, si on regarde au niveau de l'étiologie, l'anxiété d'un patient en soins palliatifs, ça peut être lié à différents facteurs, autant physiques que psychologiques, sociaux ou existentiels. Et il y a plusieurs stresseurs qu'on va voir notamment dans les facteurs précipitants qui peuvent déclencher une réaction anxieuse. C'est certain qu'un patient avec des antécédents de troubles anxieux va être plus fragile à développer ou à exacerber une anxiété en contexte de soins palliatifs. Aussi, il faut considérer que la présence de symptômes physiques comme de la douleur ou de la dyspnée va potentiellement exacerber une anxiété et une anxiété qui est augmentée va potentiellement exacerber la présence de symptômes physiques comme de la douleur ou de la dyspnée. Donc, c'est possible qu'un cercle vicieux s'installe
Et c'est d'autant plus important qu'on évalue puis qu'on adresse l'anxiété d'un patient pour le soulager le plus efficacement possible de son anxiété et des répercussions qu'elle peut avoir. Sinon, au niveau des facteurs prédisposants ou précipitants de l'anxiété, les facteurs prédisposants peuvent être des antécédents familiaux ou personnels d'anxiété ou encore la présence d'une maladie psychiatrique. Et au niveau des facteurs précipitants, s'il y a un stresseur important comme une hospitalisation, une chirurgie, une catastrophe, ou même un déménagement ou un mariage, ou encore une pandémie, c'est d'actualité, mais c'est des stresseurs importants qui peuvent précipiter l'apparition de l'anxiété. Sinon, au niveau physique, il peut y avoir la condition médicale qui est incurable avec les symptômes qui sont associés de douleurs, de dyspnée, de nausées, etc. Au niveau pharmacologique, il peut y avoir tous les traitements puis les effets secondaires indésirables de ces traitements-là, notamment ceux de chimiothérapie, des corticostéroïdes ou des bronchodilatateurs, ou encore un sevrage au niveau pharmacologique. Et il peut y avoir des facteurs psychologiques qui peuvent précipiter l'apparition d'anxiété, comme des préoccupations liées à la mort, à la famille, aux finances, à la perte du rôle social, à la perte des capacités physiques et mentales, ainsi qu'à la crainte de la perte d'autonomie. Donc, c'est les facteurs prédisposants et précipitants à l'apparition d'anxiété, principalement en soins palliatifs. Donc, maintenant, pour évaluer l'anxiété d'un patient en soins palliatifs, on va prendre notre traditionnel outil PQRST-UI pour faire un tour global de l'anxiété du patient. Donc, si je fais un bref récapitulatif, le P pour qu'est-ce qui provoque ou qu'est-ce qui pallie l'anxiété, le Q pour la qualité, le R pour la région, le S pour la sévérité, le T pour le temps, U pour understanding, la compréhension qu'a le patient de son anxiété, et le I pour l'impact que ça a dans sa vie. Donc, si on regarde avec l'acronyme à quoi ça pourrait ressembler spécifiquement pour une évaluation de l'anxiété, on pourrait demander au patient « Depuis combien de temps vous ressentez cette anxiété-là? Est-ce que l'anxiété est toujours présente? Si elle est toujours présente, est-ce que son intensité change au cours de la journée? Et si elle n'est pas toujours présente, quand est-ce qu'elle survient? À combien sur 10 vous sentez-vous anxieux présentement? 0 étant pas d'anxiété du tout ressentie, puis 10, c'est une anxiété extrême. Décrivez-moi ce que vous ressentez quand vous êtes anxieux. Et là, à ce moment-là, les dimensions physiques, psychologiques, émotionnelles qu'on a vues un peu plus tôt dans la capsule vont pouvoir nous aider à guider le patient qui pourrait avoir de la difficulté à décrire son anxiété. Si jamais il y a des symptômes physiques, exemple d'engourdissement ou de tension musculaire, c'est là où on va pouvoir aller évaluer la région en demandant, par exemple, où est-ce que vous ressentez les symptômes physiques d'engourdissement ou les symptômes de tension musculaire. Ensuite, qu'est-ce qui augmente votre anxiété? Est-ce que c'est quand vous pensez à quelque chose en particulier ou est-ce que c'est quand vous parlez à quelqu'un en particulier? Avez-vous tenté des moyens pour diminuer cette anxiété-là? De la visualisation ou d'en parler avec quelqu'un en qui vous avez confiance? À votre avis, à quoi vous attribuez cette anxiété-là? Et finalement, quels sont les impacts de l'anxiété sur votre vie? Donc, ce sont les questions qui peuvent faire le tour pour évaluer l'anxiété d'un patient.
Quand on a bien évalué l'anxiété, on va y aller avec les traitements. Encore là, la combinaison des traitements non pharmacologiques et pharmacologiques est primordiale. Donc, si on regarde au niveau des traitements non pharmacologiques, il peut y avoir de favoriser évidemment un environnement le plus calme possible, proposer des techniques de relaxation et de visualisation. Ça peut être guidé par notre voix ou soutenu par des vidéos spécifiques de relaxation ou de visualisation qui peuvent être audio ou audio et visuel. Il peut y avoir de la psychothérapie de soutien ou de la thérapie cognitivo-comportementale. On peut encourager la créativité puis les activités aux patients pour qu'ils puissent s'occuper et s'épanouir, pour rediriger son attention vers une activité que le patient aime et qui lui fait du bien. On va expliquer aux patients qu'on va éviter la consommation d'alcool parce qu'il y a un effet rebond anxiogène. Et on va éviter autant que possible les substances stimulantes comme le café ou les boissons énergisantes et évidemment la consommation de drogues stimulantes comme la cocaïne, les amphétamines ou les méthamphétamines. Maintenant, pour ce qui est du traitement pharmacologique, il n'y a pas d'étude contrôlée à double insu qui a spécifiquement évalué l'efficacité des traitements de l'anxiété dans un contexte de soins palliatifs. Le traitement il a été extrapolé à partir de données observées pour d'autres populations que la clientèle palliative. Donc, la décision de traiter ou pas l'anxiété dans un contexte de fin de vie doit considérer avant tout le degré de détresse du patient, même si c'est très subjectif. Aussi, il y a peu d'études cliniques ou de lignes directrices qui nous permettent de prioriser un choix de traitement par rapport à un autre. Donc, ça va vraiment être le tableau clinique du patient et les effets thérapeutiques spécifiques aux différentes molécules qui vont servir de guide pour déterminer le meilleur agent pharmacologique à choisir. Donc, dans les traitements pharmacologiques, on va vous présenter les 4 classes de molécules qui peuvent avoir une efficacité sur l'anxiété. Dans tous les cas, on va instaurer le traitement à faible dose, plus faible dose que pour la population en général. On va augmenter lentement, puis on va réajuster souvent. Donc, la première des classes qu'on présente, c'est celle des benzodiazépines, comme le midazolam, le lorazépam, le clonazépam, par exemple. Ça va être un traitement de choix si on veut un soulagement rapide. Par contre, ça va être à éviter en présence de cirrhose hépatique et pour les patients âgés qui ne sont pas en soins palliatifs, on devrait également l'éviter parce que ça augmente le risque de dépendance, ça augmente le risque de chute et le risque de troubles cognitifs. Donc, pour une clientèle âgée qui n'est pas en soins palliatifs, on éviterait autant que possible l'utilisation des benzos. Pour les benzos, les doses vont sensiblement être les mêmes selon les différentes voies d'administration. Ensuite, il y a la classe des anticonvulsivants. L'action anxiolytique la mieux décrite dans la classe des anticonvulsivants est celle du prégabalin, qui est mieux connu sous le nom commercial de Lyrica. Donc, c'est le traitement de choix en soins palliatifs. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une action anxiolytique, évidemment, et analgésique pour les douleurs neuropathiques. Donc, si le patient souffre de douleurs neuropathiques et d'anxiété, le traitement au prégabalin est un traitement de choix. C'est une molécule qui est bien tolérée, qui a un début d'action rapide aussi. Environ en 1 semaine, il va avoir un début d'efficacité. Donc, c'est plus rapide que le traitement aux antidépresseurs. Il y a peu d'interactions avec le prégabalin. L'élimination hépatique est négligeable, mais on doit ajuster la dose selon la fonction rénale du patient.
Ensuite, il y a les antidépresseurs, dont le début d'action est de 1 à 2 semaines, mais un peu plus près du 2 semaines. Les ISRS, donc les inhibiteurs sélectifs du recaptage de la sérotonine, sont les plus utilisés pour les troubles anxieux. Ceux qui sont le plus fréquemment prescrits, c'est la sertraline puis le citalopram parce que c'est les mieux tolérés. Mais par contre, s'il y a de l'anxiété et de la douleur neuropathique, on pourrait y aller avec la duloxétine et la venlafaxine parce qu'ils vont agir sur les deux problèmes, autant l'anxiété que les douleurs neuropathiques. Finalement, la 4e classe possible, c'est les antipsychotiques. Donc, il y a la quétiapine, qui est mieux connue sous le nom commercial de Seroquel, qui va être particulièrement utile si, en plus de l'anxiété, il y a des symptômes psychiatriques. Ils vont agir rapidement dès la première semaine. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils ne causent pas de dépendance ou de symptômes de sevrage, ou en tout cas très rarement. Ils ont aussi une efficacité pour diminuer les nausées. Et ils ont un effet sédatif qui va être bénéfique s'il y a de l'insomnie. Donc, ça fait une option de remplacement des benzos à long terme ou des antidépresseurs à court terme, ce qui peut être intéressant. Sinon, il y a la risperidone et l'olanzapine qui n'ont pas reçu l'homologation officielle en indication de traitement de l'anxiété, mais il y a de plus en plus de publications qui démontrent leur efficacité pour traiter l'anxiété généralisée quand ils sont utilisés en adjuvant à un antidépresseur. Donc, c'est ce qui fait le tour pour les traitements pharmacologiques de l'anxiété en soins palliatifs. Comme je le disais, il n'y a pas de classe de médicaments à privilégier plus qu'une autre. Donc, l'ordre dans lequel je les ai présentés n'est pas du tout un ordre privilégié à instaurer. On va vraiment y aller avec le tableau clinique du patient ainsi qu'avec les différents effets des molécules pour essayer de trouver le médicament le plus approprié pour soulager l'anxiété du patient dans un contexte donné. Aussi, super important de toujours jumeler les interventions non pharmacologiques aux interventions pharmacologiques et une technique qui est toute simple reste l'écoute qu'on peut avoir auprès des patients, d'avoir un 2 à 3 minutes pour écouter le patient dans ses inquiétudes ou dans son anxiété. Ça peut faire toute la différence du monde pour un patient. Et des fois, ça prend pas beaucoup de temps pour amener vraiment un réconfort puis une réassurance auprès du patient. Des fois même, ça va éviter que l'anxiété escalade davantage au fil des prochaines heures. Et si jamais on n'a pas ce 2 à 3 minutes-là parce qu'on est vraiment très occupé, eh bien, je privilégie toujours l'authenticité, de le nommer au patient, de dire, je le sens là qu'il y aurait quelque chose qui serait pertinent à développer ensemble, que je vous écoute par rapport à ça. Mais malheureusement, je n'ai pas le temps, il faut vraiment que j'y aille. Par contre, je vais revenir tout à l'heure, puis si ça vous intéresse, on pourra en parler. C'est plus bénéfique de le nommer comme ça que d'ignorer un ressenti de besoin de verbalisation. Donc, voilà ce qui fait le tour sur la capsule portant sur l'évaluation et le traitement de l'anxiété en soins palliatifs.